D'abord, je vous remercie d'être venu ce soir. Je te remercie, Luc, d'avoir accepté donc l'invitation de l'Union départementale. On a voulu cette réunion large et le bureau avait dit ben, plutôt que de réserver simplement cette réunion aux administrateurs de l'Union départementale, il serait intéressant de l'ouvrir également à l'ensemble des administrateurs des différentes APUI que compose l'UD et également aux directeurs généraux. Je fais suite au congrès et notamment sur la position qu'avait prise l'Union départementale sur le fait de ne pas forcément voter le rapport d'orientation. Et j'étais intervenu pour te remercier quant au discours politique que tu as fait sur certains éléments. Et donc, je souhaitais que tu interviennes sur certaines interrogations que se posait l'Union départementale. Et puis enfin sur l'actualité, parce que je sais que tu rencontres régulièrement nos politiques et tu t'étais proposé de nous donner quelques informations. Sur la motion que tu nous avais demandé, que tu avais demandé au conseil d'administration de voter, notamment sur la motion concernant les budgets. Ensuite, sur la nouvelle appellation qui avait été dans l'UNAPI, parce qu'elle avait beaucoup posé de questions sur les troubles neurodéveloppementaux. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Et à chaque fois que je viens dans le Nord, je sais que je suis bien accueilli. On vient dans ce qui est le ferment associatif de terrain, qui est hyper importante et qui est l'élément fondamental de notre mouvement. Je me suis fait mission. C'est encore pas suffisamment dans mon agenda, mais d'aller beaucoup plus sur le terrain parce que il se vit des choses. Tous les départements en France sont loin d'être comme vous êtes. C'est très clair. Moi, j'ai fait 20 ans d'administrateur à l'ADAPI de Vendée. C'est une ADAPI, c'est un département. Bon, certes, c'est une belle association aujourd'hui avec 1700 salariés, 1 millier de travailleurs en ESAT. Enfin bon, il y a un panel de solutions proposées importantes, mais là, vous avez à la fois conjugué cette proximité de terrain qui vous est certainement propre au Nord, où on le voit bien, cette implantation d'associations très dynamiques, très, très proches. On le voit dans le milieu du handicap, mais jadis, j'ai côtoyé, c'était dans le cadre du Secours catholique des accueils enfants, et vous étiez aussi très... toute cette dynamique était importante. Vous avez cette richesse, et puis je regardais les éléments que m'avait transmis Claude, et de dire... c'est formidable, mais il faut sans doute que ça serve à plus grande échelle. Comme je dis, j'arrive un peu aussi neuf sur votre territoire et j'en mesure pas tous les enjeux. Je sais que c'est pas simple parce que vous n'avez pas tous la même histoire, mais il faut pouvoir avancer. Claude, tu m'as posé la question sur... l'UNAPI. L'UNAPI, à partir de ce que l'on vit, oui, l'UNAPI a vécu en 2016 une période difficile. J'ai toujours dit, c'est comme dans bon nombre de nos associations, avec des moments
voilà, où il faut se remettre en cause. C'est aussi plus de 50 ans d'existence. Et quelle association ici n'a pas connu un moment de creux, hein, le creux de la vague? L'essentiel, c'est de pouvoir la remonter. Hein, et c'est ce que je pense que l'on fait. Aujourd'hui, chacun, semble-t-il, est bien dans son champ. On va dire les choses, est complémentaire. Hein, je pense que les choses sont moins abruptes. Et l'UNAPI, c'est l'instance qui va porter un message notamment politique, politique au sens d'un lobbying, et de dire voilà ce qui existe sur le terrain, voilà les demandes du terrain, et voilà ce qu'il faudrait pouvoir avancer. Parfois, on n'est qu'en réaction. Actuellement, on est en réaction avec l'annonce de la suppression des contrats aidés. Et c'est pas gagné au niveau des contrats aidés. Je peux vous dire. J'ai sans doute à vous dire aussi, ça c'est à Matignon où on a eu cette information-là auprès des deux conseillers sur le CITS, le crédit d'impôt taxe sur les salaires. S'ils l'ont annoncé, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment maintenant dans les tuyaux. Le CITS en 2018 sera effectif. En 2019, il sera supprimé comme le CICE pour être remplacé par un allègement de charges qui devrait, selon les dires, nous être profitable puisque le niveau d'allègement de charges sera équilibré entre ce qui était le CICE et le CITS, sachant qu'on avait une différence de 2%. Voilà, c'est les informations directes j'y allais en tant que représentant, donc vice-président. Voilà, bah si on commence les questions, j'avais de la part d'une personne administrateur de Douai, qui ne peut pas être présent, et qui s'inquiétait sur le 4e plan autisme. En fait, ça l'interpelle un peu parce qu'il se dit, voilà, on en a déjà connu 3, et il n'y a pas eu beaucoup même s'il y a eu des avancées qui ont été faites, mais qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Est-ce que le 4e plan va être d'envergure? C'était sa question. Il y a eu un rapport sur le 3e plan autiste qui a dit franchement les choses. En tout cas, la concertation du 4e plan autiste qui est en cours, qui est commencée, donne quand même des ingrédients de qualité et d'objectifs qui sont ambitieux, hein, et réunis quand même autour des différentes commissions, des gens avec beaucoup de réflexion. Nous, l'UNAPI, on y participe complètement. Parce qu'il y a 4 commissions, on est dans chacune des commissions, ainsi que dans le suivi général, ce sont 4 personnes, où il y a une véritable réflexion aussi de mener, en disant l'autisme, oui, mais ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux, et d'insister sur l'importance d'un diagnostic le plus tôt possible, d'une évaluation, et qui permettra demain un meilleur accompagnement, hein, de chaque typologie, hein, parce que beaucoup de choses sont fixées sur l'autisme, avec un spectre qui est immense. Enfin bon, je ne vous apprends rien en vous disant ça.
Et même au travers des travaux au cours qui sont faits dans ce 4e plan autisme, sera abordé tous ces éléments-là. Nos professionnels nous disent, dans nos associations, on voit de plus en plus arriver des enfants qui échappent au parcours scolaire ou à 16 ans ont une orientation dans la MDPH et on nous les envoie. Nos professionnels disent jusqu'à 50%. C'est quand même pas notre mission première à l'origine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, peut-être qu'il faut que nous, associations, on travaille aussi avec, je dirais, les MDPH. Enfin, il y a un travail tôt ou tard avec des jeunes qui ont un cursus scolaire ordinaire. Il faut s'attendre à un moment donné à ce que nos structures médico-sociales soient un peu en tampon. Hein. C'est très clair. Il faut qu'on accompagne. J'ose dire que nos structures médico-sociales doivent se mettre en marche comme les structures de l'éducation nationale doivent aussi se mettre en marche. Il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Il y a pas de pétard. C'est sans doute la mutation du médico-social demain. Je crois que demain, il faut qu'on passe sans doute ce virage. Hein, nos associations où on a été... on a construit des établissements. Vous avez fait un boulot. Ce que vous avez fait, c'est phénoménal. Ce travail de pionnier est fantastique, avec la création de structures, d'ouverture, enfin, avec des services diversifiés à chaque fois. Et puis, peu à peu, on sent qu'il faut que nos structures s'ouvrent. Hein. On veut que nos adultes soient un peu plus dans la vie ordinaire. Et nous avons certainement la mission de relier, d'être un élément qui relie plein d'autres structures dans le travail, dans le logement, dans la scolarisation. On doit être cet élément qui aide à mailler et à aider et à faire comprendre que ben oui, tel jeune, il faut qu'il ait tel type d'accompagnement. Et puis, ben oui, mais par moment, il va falloir qu'il revienne un petit peu dans la structure parce qu'il va péter les plombs, quoi, etc. Bon. Ça, justement, vous parliez d'apprentissage. On a la chance, nous, dans notre département, enfin notre région Nord-Pas-de-Calais, d'avoir un centre de formation d'apprentis spécialisés. Et je vous rejoins quand vous dites aujourd'hui, c'est un moyen pour avoir du public issu de nos 10e pro, mais aussi des jeunes qui sont en échec scolaire, mais qui ont une reconnaissance malgré tout RQTH, hein, de les mettre ensemble. Et on s'aperçoit que sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même 80 jeunes dans notre CFAS. Hein. Je suis président d'Agap Formation en même temps, président adjoint de l'API d'Asbrook. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un domaine que je connais bien. Donc cette passerelle existe aujourd'hui sur le Nord-Pas-de-Calais. Et je peux vous dire que c'est un formidable outil d'apprentissage et d'inclusion et d'intégration dans le milieu ordinaire. Pour vous dire, on est à 60% des jeunes qui sortent avec un CAP et qui trouvent un travail, un CD ou CDI à l'issue. Donc, vous dire, c'est vraiment des bons outils. Oui, c'est l'exemple de choses qu'il faut pouvoir développer. Et c'est vrai qu'il faut rencontrer, pousser pour que ça se développe. J'ai découvert ça, moi, quand j'ai été un temps administrateur à la GFIP. Je dis tiens, c'est quelque chose d'intéressant. C'est déjà les prémices d'un emploi accompagné. Il y a ça. Il faut continuer. Il faut exporter ce que vous faites bien. Parce qu'il ne faut pas le garder pour soi. Hein. Je crois que c'est le sens. C'est le sens demain. Je crois et puis peut-être que vous avez des idées à recevoir d'autres. Hein. Je crois que le mouvement trouvera sa richesse, je l'ai dit, dans cette différence.
dans cette différence, et qui est en capacité de s'écouter, de se remettre un peu en cause, et puis de s'ouvrir. Je suppose que c'est très ouvert, donc j'aimerais qu'on change un petit... Enfin, moi, j'ai une question un peu différente. Oui, vas-y. Je voudrais profiter un petit peu que tu sois là dans le département du Nord, dans les Hauts-de-France, et je pose la question au président de l'UNAPI, qu'est-ce que tu attends de notre région, qui est une région importante, et de ses composantes? Cette richesse de diversité et d'action, c'est de pouvoir créer ce mouvement à l'échelon quasiment d'une région. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif parce que à partir de ça, eh bien, ça peut aussi s'exporter sur d'autres régions. Et voilà. Nous, on a le mouvement UNAPI a besoin d'exemples. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez vous réunir et avancer tous ensemble. C'est ça qui est important. Il faut que le député, le sénateur qui est dans votre département entende le même son de cloche ici que quand il est à l'Assemblée nationale. Il a besoin d'entendre ce même message pour que ce soit cohérent. Je vais vous citer un exemple qui n'est pas positif. Sophie Cluzel m'annonce vendredi qu'elle a été la veille visiter un établissement. Oh, c'était merveilleux. C'est parce qu'un des chefs d'entreprise a un enfant autiste qui a fait cette démarche. Et en grattant, heureusement, Sophie Biette, qui elle l'avait rencontrée la veille, l'administratrice donc qui s'occupe de toute la partie autisme, m'avait fait remonter un mail en me disant « c'est une association du mouvement ». Mais j'étais vert parce que, vous voyez, une ministre se déplace dans une association et le président de l'UNAPI n'est pas au courant. C'est ça là où on se loupe pour dire, voilà, c'est le moment de faire rejaillir sur tout le mouvement qu'on fait des choses bien. Créer un modèle, vous avez fait des choses et il faut continuer à les faire. Sans doute, moi je dis, il faut faire ce modèle à l'échelle de la grande région, Hauts-de-France. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de locomotives pour tirer tout ça. Moi, je vais poser la question d'un autre sujet, la position sur le financement par la France des places en Belgique, et donc le refus d'en créer en France. Notre position, je pense qu'elle a toujours été très claire, c'est dire stop aux exilés en Belgique. Alors, moi, je ne connais pas complètement votre position aux frontaliers, parce que je peux comprendre aussi que ça donne de l'oxygène à toute une partie frontalière. Je peux comprendre. J'en sais rien, mais je me dis, c'est pas très loin. Vous savez, moi, vu de ma Vendée, ma Vendée profonde, voilà. Donc, on continue à dire c'est pas normal. Je me suis un peu révolté sur les réseaux quand Sophie Cluzel a dit non, il n'y a plus de personnes qui ont été envoyées. On a dit non. L'UNAPI a dit non. Ça existe encore. Donc voilà. La Belgique a été frontalière il y a 40 ans. Ça concernait Nord-Pas-de-Calais et surtout la métropole lilloise. Aujourd'hui, sache que chez les adultes, c'est un tiers Nord-Pas-de-Calais, un tiers Île-de-France et un tiers le reste de la France. Nice, Pau et compagnie. Ouais. Et tu pourras dire à Sophie Cluzel qu'on est toujours... Il y a 600 adultes qui, tous les ans, augmentent le chiffre des adultes en Belgique. C'est 600 par an. On est passé en 18 mois de 5006 à 6008 aujourd'hui, le chiffre venant du rapport des sénateurs. Rapport mouillé. Donc ça ne bouge pas. On est complètement pour l'instant toujours
sur la même dynamique, c'est-à-dire une dynamique de croissance, de placement et d'exilés en Belgique. Il y a aussi une problématique, hein, c'est que ça concerne aussi le handicap psychique. Donc ça nous interroge, nous, en tant qu'association, est-ce qu'on est en capacité aussi, est-ce qu'on a cette volonté d'ouvrir, ça revient à ce que Luc disait tout à l'heure, d'ouvrir nos structures vers des publics dont on, jusqu'à aujourd'hui, pour certaines associations, parce que je sais qu'il y a une majorité d'associations dans le Nord qui accompagnent des personnes avec handicap psychique, mais est-ce qu'on va plus loin? Donc c'est vraiment une question qui nous revient aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer aussi, qu'est-ce qu'on est en mesure aussi de transformer pour pouvoir les accueillir. Pour rebondir ce que tu dis Corinne, oui, il nous faut travailler au sein d'une API sur ce handicap. Parce qu'il existe déjà parmi nos adultes, notamment dans nos structures, et on n'a peut-être pas, je dis peut-être pas complètement l'accompagnement, on n'est peut-être pas formé complètement, mais il y a un travail réel à faire. Donc je pense que dans l'année qui vient, il faut qu'on y avance. Après. Voilà, moi je suis relativement à l'aise parce que là aussi, l'ADAPI Aria de Vendée, quand on a fusionné l'association il y a 3 ans, c'était une association qui avait un grand pan sur le handicap psy. Et donc j'ai trouvé les professionnels, de véritables professionnels qui savent ce que c'est que faire de l'accompagnement du handicap psy, quoi. Donc il y a peut-être aussi besoin de se professionnaliser comme il y a eu besoin, et il y a toujours besoin d'accompagner des personnes autistes parce que le spectre est aussi important. Enfin, il y a tout ça. Voilà, donc pour peut-être en conclure sur disons, les exilés en Belgique, oui, on va continuer à pointer du doigt. Ça remonte quand même parce que c'est vraiment l'élément qui fâche quand on en parle. Mais je crois que l'UNAPI a bien montré du doigt et elle continuera à le faire. Je reviens à la question que je posais. C'est bien de vouloir accompagner à la fois des gosses qui sont en rupture scolaire avec un handicap d'origine sociale, aussi d'accompagner des troubles psychiques. Mais est-ce que c'est légitime pour nous à tout vouloir faire? Est-ce qu'on ne fera pas tout à moitié? De ce qu'on a maintenant à disposition comme moyen, quelle connaissance on a, est-ce que ça va dans le bon sens que de vouloir faire le travail des autres? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas donner des limites au risque de vouloir tout faire, mais on fera tout à moitié? J'ai une enfant trisomique qui a développé à partir de ses 16 ans des troubles. Aujourd'hui, elle est en accueil de jour. Ils sont incapables de créer un accompagnement un petit peu. Et je me dis, si on avait un peu plus diagnostiqué, peut-être que l'accompagnement serait meilleur aujourd'hui. Mieux connaître pour mieux accompagner. Je rappellerai, Brigitte doit s'en souvenir, qu'il y a 30 ans, dans les années 80-90, on a eu le même débat sur est-ce qu'on doit s'occuper, nous, les associations, je dirais avec des personnes déficientes intellectuelles, des polyhandicapés. Alors on ne sait pas, on n'a pas. Il y a eu des débats ici, et c'était les pour, les contre. On n'a pas dit, à condition qu'on ait des moyens, on a dit, il y a d'abord une décision politique. Oui, on va s'en occuper, et on s'est donné les moyens et les formations. Il est bien évident qu'au début, on ne savait pas faire. On ne savait pas faire. Aujourd'hui, je pense que toutes les associations ont des maisons d'accueil spécialisées. Donc moi, je crois que la question d'abord, c'est les questions politiques. Une fois qu'on décide, eh bien entendu, on se bat pour avoir les moyens, on se bat pour faire de la formation spécifique
hein, dans la déficience, enfin les déficiences intellectuelles et psychiques, bien entendu, il y a des accompagnements spécifiques. Mais d'abord, on le décide, ensuite, on se bat pour obtenir les moyens. Et je crois que je partage tout à fait le point de vue de Corinne. L'autiste a été un peu aussi ça, hein. Ça a été des grands débats, hein, à un moment donné. Et on sait aussi que nos premières structures, moi je me souviens de notre première structure pour adultes autistes en Vendée, les 2 premières années, on a ramé dur, hein, ramé dur parce qu'on n'avait pas mesuré l'enjeu de professionnalisation que ça demandait. Hein, donc quand on a mis tous les moyens pour y arriver, là, voilà, Dans les ateliers, on avait justement, dans les thèmes, on avait les cas psychiques. Parce qu'actuellement, on n'est pas. Nos statuts ne prévoient pas. Bon. J'ai assisté au groupe de travail des cas psychiques avec des parents et des associations, des partenaires. Et moi, je me suis vraiment retrouvé en tant que parent, proche des parents d'enfants qui étaient atteints de cas psychiques. Ce qu'on a décidé, c'est qu'à l'Assemblée générale, on a voté notre projet associatif d'une façon évolutive, en disant on se laisse jusque l'Assemblée générale de 2018 pour traiter et décider. Mais avant, on va faire de l'information, c'est-à-dire qu'on va préciser les différents cas psychiques. Voilà. Mais je voulais surtout dire que j'ai vraiment retrouvé, je me suis senti proche de ses parents. Et bon, je me dis, à un moment, on ne peut pas les laisser sur le côté. Enfin, voilà. C'est mon opinion. Nous n'avons pas l'outil pour les accueillir, ces gens-là. Je reviens sur l'autisme en Belgique. On est près de la Belgique. Pourquoi ils vont en Belgique? Parce que nous ne pouvons pas les accueillir. Nous n'avons pas les moyens. C'est rien que ça. C'est pour ça qu'il y a le temps qu'ils vont en Belgique. On nous refuse toujours. On veut implanter des structures. On n'a pas les moyens de le faire. C'est pour ça qu'il y a notre temps qu'ils s'en vont en Belgique. Et en Belgique, ils savent faire, il faut reconnaître, sur certaines pathologies, mieux que nous. Mais les mêmes moyens seraient mis en France. Est-ce qu'on y arriverait pas? Si on y arriverait, si on aurait les moyens. On ne donne pas les moyens. Oui, on est tout à fait d'accord. Voilà. Les Belges, ils vont faire une structure sur 6 mois de temps. Nous, il nous faut 6 ans pour la faire, la structure. C'est tellement compliqué. Non, mais les Belges, c'est vrai qu'ils peuvent monter une structure en 3 semaines. Hein. Enfin, entre Rennes-Fabiola, hein, et on peut aller faire un tour, c'est tout à fait satisfaisant. Mais je vous emmène à Tintigny, ben, vous en sortez écœurés. Donc, c'est-à-dire, effectivement, hein, avec l'argent luxembourgeois, parce qu'il faut savoir quand même que les Belges blanchissent de l'argent sale du Luxembourg pour faire des structures payées par les Français. Hein. À Tintigny, la direction est partie il y a 18 mois avec quand même 3 millions d'euros dans la poche. Hein, on les voit plus. Donc il y a des très bonnes choses en Belgique. Ceci dit, il faudrait peut-être quand même que les Belges soient un petit peu plus regardants pour ne pas ouvrir n'importe quoi. Il y a quelques mois, vous nous demandiez de prendre contact avec les nouveaux députés élus sur les circonscriptions. Dans le Nord, on a la chance ou la malchance, je ne vais pas en juger, d'en avoir 2 en 6e circonscription et en 19e circonscription. Ces 2 députés font partie de la commission des affaires sociales. Mais ne croyez-vous pas que, en recevant ces députés, nos associations apolitiques aient une étiquette de coller dans le dos? S'ils ont quelque part un pouvoir sur le plan national, il faut les rencontrer. Il faut qu'ils prennent conscience de ce qui se passe sur le terrain. On veut arriver à leur montrer que concrètement sur le terrain, c'est pas l'alpha et l'oméga. Hein, et puis c'est loin de répondre à tous les besoins. C'est ça. Hein, j'étais au tout début septembre à une réunion pour essayer de conforter le modèle. Vous voyez, si je vous parle de ça, c'est pour vous relier à des problématiques nationales et européennes, quoi. C'est important. C'est important qu'on soit relié dans toutes ces réflexions.
Voilà, le thème du congrès, je crois que cette année, ça porte sur l'inclusion scolaire, enfin l'école inclusive, il me semble. Hein. En fait, c'est le 3e congrès qui porte sur l'inclusion. Donc, c'est bien, c'est ce qu'il faut, après l'habitat, la scolarisation, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets que l'on pourrait peut-être mettre en avant lors d'un congrès prochain. Là, vous avez un bon élément de rencontre et de travail ensemble sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain pour être en relation avec les structures de l'éducation nationale, essayer de bouger ce mammouth. Moi, ma conviction personnelle, c'est de dire que si on arrive à créer une génération qui côtoie des personnes handicapées, il y a une société qui va se bouger. Ces enfants vont grandir. C'est ma conviction personnelle. Alors peut-être que c'est pas suffisant. Il faudra aussi toucher au niveau des adultes. Mais je pense que là, fondamentalement, hein, il faut qu'on y participe. Et je crois que nos structures associatives sont bien placées pour porter un message. Mais il faut accepter d'aller côtoyer tout ce monde-là et faire bouger. C'est déjà le cas avec des créations du EMA où on a participé, mais c'est sans doute pas suffisant. Un sujet qui serait peut-être intéressant de traiter, à en discuter, c'est justement l'apport des neurosciences dans l'accompagnement au quotidien, pour essayer de rapprocher un peu ce monde qui est trop cloisonné par rapport au monde médico-social. Et ça pourrait être un thème, surtout à Lyon, notamment Vincent Desportes, lui, exerce à Lyon. C'est l'objet de 2 jours de la déficience intellectuelle de janvier, sur lesquels je vous invite à participer. Et c'est peut-être quelque chose, Lyon, ville de la lumière, et peut-être qu'elle nous apportera la lumière sur ce sujet-là. Mais c'est quelque chose à réfléchir. Ouais. Oui, je vais changer de thème. Est-ce que l'UNAPI mène une réflexion sur les personnes vieillissantes? On a la chance de constater que l'espérance de vie a beaucoup remonté, mais il y a aussi devant nous une nouvelle problématique. Oui. Alors ça, c'est un thème où on n'est pas... On a écrit des choses là-dessus, et encore tout récemment, on se partageait entre nous qu'il faut qu'on remette en place rapidement une commission. Il faut qu'on arrive à mutualiser ça. Parce que sinon, on est tout le temps à réinventer l'eau chaude. Hein. On n'a pas une structure vraiment adaptée. On ne va pas mêler ça avec des gens de 80-85 ans. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du non-sens. Puis, voilà. Mais toutes des initiatives qui ont été faites, des réflexions, hein, parce que c'est ça qui nous permettra demain de dire tiens, là-bas il s'est fait telle chose, et de se dire il y a un catalogue, parce que notre idée surtout c'est à chaque fois c'est dire il y a une palette de solutions. C'est pas une solution, c'est une palette de solutions. Et c'est ce qu'on a créé au fil du temps dans toutes nos associations. L'UNAPI, il y a 7 ou 8 ans, a créé un collectif de centres de formation. Et donc ce collectif aujourd'hui, c'est 6 ou 7 centres de formation donc, qui sont dédiés à l'UNAPI, qui étaient des émanations souvent des ADAPEI, dont AGAP fait partie de ce collectif. Et je profite de votre présence pour quand même vous souligner que ce collectif fonctionne de plus en plus sans l'UNAPI. Et ça, donc en fait, c'est pas bien. C'est Janine Danquin qui était et je sais que quand ça se passe à Paris, l'UNAPI est présente. Quand ça se passe dans les régions, l'UNAPI n'est pas présente. Et ça, je regrette. Alors que ce collectif, et c'est l'émanation première, c'était l'UNAPI. Un certain nombre de reproches à un moment ont été dit on ne tient pas assez compte de ces associations tutélaires. Hein, et effectivement, de dire il faut sans doute.
Hein, il y a autour de ces associations, c'est ce que je disais aux administrateurs et aux professionnels, retrouvons cette identité propre à ces associations qui ont été créées sur un modèle d'association de parents, quoi, hein, et qui portent un certain nombre de valeurs et c'est important aussi qu'on les reconnaisse. Donc la PUI du Valenciennois s'était positionnée pour recevoir le congrès de Nous aussi en 2018. Nous avons répondu à un cahier des charges qui était assez ambitieux. On y a travaillé quelques semaines pour apporter une réponse qui soit correcte. Aujourd'hui, des techniciens de l'UNAPI nous disent c'est trop cher et on ne pourra pas le faire à Valenciennes. On verra ça une autre fois. Je rappelle que le président national de Nous aussi est valenciennois et je vous laisse un peu imaginer le désarroi dans lequel ils sont aujourd'hui pour cette réponse un petit peu... Alors compte tenu aussi que, me semble-t-il, au dernier congrès de l'UNAPI, on ne les a pas vus beaucoup sur le devant de la scène. On se demandait si l'UNAPI avait encore l'intention de soutenir Nous aussi. C'est très clair que nous soutenons Nous aussi. Avec toute l'ambiguïté d'une association qui, normalement, prend ses ailes. On cherche à ce qu'il soit autonome et en même temps, il faut qu'on soit beaucoup en perfusion. Enfin, je la fais très large. Alors, cet aspect de finance, honnêtement, ne m'est pas arrivé. C'est sans doute à un stade de professionnel qui a dû dire bon, il faut qu'on réétudie ça. Certainement, mais c'est bien que la question me soit venue parce qu'on va comme ça se l'aborder tranquillement, hein, pour voir qu'est-ce qu'il en est. Hein. Mais moi, je voulais faire une réflexion un peu plus générale sur le mouvement Nous aussi. Récemment, tout d'un coup, j'ai vu que la PHJH était très intéressée au niveau des Nous aussi, l'accompagnement. Et puis j'ai rappelé à Jean-Louis Garcia, gentiment, le président, en disant Jean-Louis, t'es gentil, mais il faudra peut-être que tu mettes la main au pot, parce que j'ai dit voilà ce que ça représente, nous, pour l'UNAPI. Donc, oui, ok, mais en même temps, et les Nous aussi, il faut aussi qu'ils nous renvoient un peu la balle, parfois, en parlant de l'UNAPI. Fondamentalement, on continue à les accompagner, mais il faut faire avancer un peu la réflexion. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut les laisser voler de leurs propres ailes. C'est tout à fait l'optique dans laquelle on se trouve nous-mêmes avec notre antenne de Nous aussi. Alors pourquoi rédiger un cahier des charges à leur place qui soit aussi ambitieux? Ça, je sais pas. Là, j'avoue, j'ai pas tous les éléments, hein. Mais je vous promets, parce que et Nous aussi, je suis ça de près au niveau du siège. Je vous promets de regarder ça, porter au niveau national les suivis des finances de beaucoup de délégations. J'ai pas dit toutes, mais de beaucoup de délégations. Est-ce que ce serait pas aussi parfois un petit peu l'association qui pourrait aider? Enfin, je dis ça. Bon. Est-ce que c'est possible? On le fait tout à fait. Vous le faites peut-être là. Mais il serait pas capable de s'autofinancer. Non, c'est pas ça. C'est que on suit les comptes. C'est-à-dire qu'ils nous envoient les factures. Est-ce que vous les faites sur le plan local ou pas? Bien sûr. Ah voilà. Mais c'est pas le cas de tous les frais. Et tous les frais que ça induit. Mais ça, passons là-dessus. Nous, on le fait. On le fait parce que c'est nécessaire. Tout au moins, on le pense. C'est l'exemple. Mais je pense que faut aussi ajouter quand même que dans une société inclusive, ils sont un peu le fer de lance de ça. Et il faut qu'on réfléchisse sur l'ensemble du fonctionnement, hein, et de l'accompagnement, hein, pour que à un moment donné. Oui, on les aide. D'ailleurs, quand il y a un congrès, normalement, on l'a fait très sérieusement au dernier congrès. Et peut-être qu'on l'a fait où ça a marqué aussi sérieusement sur le chèque.
Hein. Donc peut-être que les professionnels ont un petit peu... après, on leur a dit, attendez, faut aussi mesurer un petit peu tout ça. Hein. On est dans une gestion saine. Hein. Il faut aussi faire attention à ça. Et peut-être qu'il faut qu'on crée, qu'on mette en place nos professionnels qui travaillent sur les dons ou les mécènes un peu plus dans ce domaine-là, pour aider. Bien, je te remercie, Luc, d'abord de ta venue. Et puis, c'est pas toujours facile, mais d'être prêté à ce jeu de questions-réponses qui n'était pas forcément préparé, parce que les questions étaient spontanées. Je te remercie aussi pour ce moment privilégié. Enfin, moi, je l'ai vécu avec... j'ai essayé d'apporter de la spontanéité, de la sincérité. Hein, je fonctionne comme ça. Je suis pas... je connais pas tout. J'essaye d'impulser le sens, disons, d'une union qui rassemble avec toutes. Enfin, je le redis, avec toutes nos différences. Hein, mais ma conviction, c'est que avec toute cette différence, si on veut bien faire avancer, on y arrivera. Hein, mais il faut que tout le monde y participe. Et moi, je redis à la question qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce que l'UNAPI attend de votre département, c'est d'être à l'échelon régional un exemple, quelque chose qui fasse avancer encore plus notre mouvement. Hein, parce que, comme je le répète, on a besoin de locomotives. Enfin, je suis sûr que vous en êtes une bonne, donc allez-y. Hein. Il faut mettre un peu de carburant, mais bon. Hein, et je pense que tous ensemble, on arrivera à des résultats. Voilà, je vous invite donc à partager ce moment. Pour pouvoir partager ce moment, je voulais remercier également les équipes du siège qui nous ont permis d'organiser cette réunion et puis le petit cocktail qui va suivre. Merci.